Bien. Alors, voyons maintenant le système monétaire international de 1944, issu donc de ce qu'on appelle les accords de Bretton Woods. Et donc, il faut y voir, c'est un système qui est imposé par les Américains, dans le cadre de ce qu'on appelle la Pax Americana, et qui va être imposé à tous les alliés des États-Unis d'Amérique, y compris aux Britanniques, puisque je vous rappelle quand même qu'à Bretton Woods, il y avait un homme célèbre, qui est Lord Keynes, qui défendait un autre système monétaire international avec une devise totalement nouvelle au centre du système qui s'appelle le Bancor. Et aujourd'hui, on retrouve des articles où beaucoup d'auteurs disent qu'il y a une nécessité de réformer le système monétaire international et reviennent sur cette idée de Keynes de Bancor. Quoi qu'il en soit, il faut bien comprendre que les Américains vont imposer leur volonté au reste du monde, ce qui est assez logique. Ils gagnent la guerre et ils vont reconstruire la planète. Donc il y a une certaine logique à ce que leur devise soit la devise clé du système monétaire international. Et ils vont faire précisément du dollar la devise clé du système monétaire international. Alors, quelles sont les nouvelles règles monétaires qui prévalent après les accords de Bretton Woods ? D'abord, le dollar va s'imposer comme monnaie centrale du système économique. Et encore une fois, il faut y voir la triple hégémonie des États-Unis d'Amérique sur le monde. Une hégémonie politique, une hégémonie militaire et une hégémonie économique. Voilà les trois, je dirais, domaines dans lesquels il faut dominer pour prétendre avoir une monnaie qui s'impose au niveau international. Et à cette époque-là, l'hégémonie est totale. Principale règle de fonctionnement. Alors, le système de Bretton Woods est lui aussi un système de taux de change fixe, mais ajustable. Rappelez, on n'est pas dans la stricte parité. La parité peut bouger à l'intérieur d'une fourchette. Au départ, c'est plus ou moins 1%. Très rapidement, on va s'apercevoir que cette marge de fluctuation est trop faible. Et on va passer à plus ou moins 2,25%. Ce qui est beaucoup plus raisonnable. Ça fait 4,50 en tout, donc proche de 5%. On peut absorber un certain nombre de petits chocs sans avoir à réagir. Donc, système de taux de change fixe, mais ajustable. Le dollar est au centre du système. Pourquoi ? Parce que c'est la seule devise qui est directement convertible en or. Alors, à un prix convenu et fixé, qui est celui de 35 $ l'once. Alors, pour faire un parallèle avec aujourd'hui, il y a quelques jours, l'or a franchi le prix mythique de 1700 $ l'once. En 1944, on était à 35 $ l'once. Donc, soit vous en déduisez que le dollar a beaucoup baissé, soit vous en déduisez que l'or s'est beaucoup apprécié. Je pense que la raison essentielle est dans la deuxième hypothèse. L'or s'est beaucoup apprécié, c'est ce qu'on appelle une valeur refuge. Donc, vous avez compris, au centre du système, parité fixe à 35 $ l'once d'or entre le dollar et l'or. Ensuite, toutes les devises périphériques vont s'échanger librement en dollars et, de fait, vont pouvoir être converties, si besoin, en or. Donc, chaque monnaie va déclarer sa parité en dollars. Alors, vous voyez, le changement par rapport au système précédent, c'est qu'on ne déclare plus sa parité en or, mais en dollars. Donc, la devise clé, le support monétaire clé du système, c'est pas l'or, c'est bien le dollar. Puisque chacun va se déclarer par rapport à sa valeur en dollars. Tous les pays membres qui ont déclaré donc une parité fixe, sont dans l'obligation de la défendre. Et donc, on la défend comment, ou à quelle occasion plus exactement ? On la défend quand on connaît un déficit extérieur. C'est donc le déficit de la balance des paiements, et à l'intérieur, à cette époque-là, essentiellement le déficit de la balance commerciale, qui va provoquer des problèmes de variation des taux de change.
Et les banques centrales des pays concernés vont être dans l'obligation d'intervenir sur le marché monétaire en vendant ou en achetant leur propre monnaie pour résoudre ces problèmes d'instabilité de leur taux de change. Voilà le mécanisme tel qu'il était prévu. Évidemment, ça suppose une convertibilité totale des monnaies entre elles. Alors, il y a aussi des institutions, comme je vous le disais tout à l'heure, il y a l'institution née de Bretton Woods qui s'appelle le Fonds monétaire international. Fonds monétaire international qui est une nouvelle autorité monétaire, en quelque sorte. Alors, elle est chargée de quoi, cette nouvelle autorité monétaire? Elle va veiller au bon fonctionnement du système. Voir qu'effectivement, que les parités soient respectées, qu'il y ait des équilibres ou des retours à l'équilibre de la balance des paiements. Bref, c'est le gendarme du système, en quelque sorte. Ensuite, elle va avoir un rôle important. Elle va pouvoir aider les pays membres à résorber les déséquilibres extérieurs quand ils en ont. Et pourquoi le FMI va-t-il aider les pays à résorber leur déficit extérieur? Puisqu'on a dit que le déficit extérieur faisait varier le prix de la monnaie exprimée dans une autre monnaie, faisait varier le taux de change. Or, on ne peut pas supporter que le taux de change varie puisqu'on est dans un système de taux de change fixe. Donc c'est totalement logique d'aider les pays qui ont un déficit extérieur important. Alors comment on va aider à résorber les déséquilibres de la balance des paiements? Eh bien, en faisant des prêts aux pays membres. Alors, ces prêts, j'en parle maintenant, mais je ne détaille pas l'explication, vont avoir lieu en DTS, en droits de tirage spéciaux. On le verra, c'est la monnaie spécifique du Fonds monétaire international. Quelles sont les conséquences de ces nouvelles règles? Alors, les conséquences, elles sont plurielles. D'abord, évidemment, les USA s'engagent à une convertibilité totale des dollars en or. Donc, à toujours fournir de l'or contre les dollars qu'on leur présentera. Ça, c'est évidemment, s'il n'y a pas la crédibilité dans cette règle, plus personne ne va adhérer au système monétaire international. Si on ne pense pas que les Américains, un jour, si on leur demande, vont pouvoir nous fournir autre chose que des dollars, il y a assez peu d'intérêt pour toutes les nations de participer au système. Le dollar joue le rôle d'une monnaie internationale unique, en fait. Puisqu'il n'y a que lui qui circule, l'or ne circule pas derrière. Donc la seule monnaie internationale, la seule devise internationale, ça devient le dollar. Et il y a des prêts donc du FMI en DTS pour aider au maintien des taux de change. Alors, si jamais la situation, malgré l'aide du FMI, si jamais la situation extérieure ne s'arrangeait pas, c'est-à-dire que le solde commercial ne cessait de se dégrader, on pourrait dire comme dans le cas des États-Unis aujourd'hui depuis quasiment 25 ans. Alors, eh bien, il faudrait prendre des mesures beaucoup plus structurelles. La mesure la plus structurelle qu'on puisse prendre, c'est de décider de changer le taux de change avec la monnaie centrale, c'est-à-dire avec le dollar, de changer la parité avec le dollar. Deux cas de figure, soit le pays a des excédents commerciaux avec les États-Unis, et donc son taux de change va bondir, et il va falloir qu'effectivement il le ramène à son niveau initial. C'est le moins compliqué, ça, à faire. Donc, on va demander, si ce n'est pas possible, une réévaluation. On va demander au FMI de changer officiellement la parité de la monnaie avec le dollar. Et encore une fois, l'avantage de ça, c'est la prévisibilité. Tout le monde est au courant que le pays a demandé à ce que sa monnaie soit réévaluée. Donc on ne va pas être surprise par le changement de prix de la monnaie, si vous voulez. Et c'est très très important du point de vue de la confiance des marchés et de la crédibilité des mécanismes monétaires. Au contraire, si le pays a des difficultés commerciales et qu'il ne peut pas les résoudre, donc ces difficultés commerciales perdurent dans le temps, eh bien à un moment donné, il va falloir qu'on prenne une mesure structurelle, et là, la mesure structurelle, ça va être une demande, une autorisation de dévaluation. C'est-à-dire, voilà, je veux baisser la valeur de ma monnaie exprimée en dollars, et donc dans toutes les autres. Là aussi, prévisibilité, et donc une bonne information des agents
qui rend l'ajustement tout à fait pertinent. Bien, alors, on a vu les règles, on a vu les conséquences. Bon, c'est un système qui est contraignant quand même, hein. On est bien d'accord, les États sont obligés en permanence de lutter contre leurs déficits ou contre leurs excédents commerciaux. Hein, donc, c'est d'ailleurs, d'une manière générale, ceux qui ont des déficits qui luttent, y compris pour le compte de ceux qui ont des excédents. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi a-t-on mis fin à ce beau système? Alors, le système, d'abord, il n'a presque pas fonctionné correctement. Jamais. Dès le début des années 60, peut-être même à la fin des années 50, ça commence à dysfonctionner. Hein, donc, probablement, ce système n'était pas si bien adapté à la situation économique de l'époque et aux évolutions économiques de l'époque. Donc, dans les années 60, ça se dégrade sérieusement. Les difficultés se multiplient. Alors, première difficulté, déficit de la balance des paiements américains. Entre nous, c'est les seuls qui vont être dispensés de toutes les mesures d'ajustement, puisqu'ils sont au centre du système. Qu'est-ce qu'ils disent les Américains? Ils disent aux autres, débrouillez-vous. Ajustez-vous pour nous. C'est-à-dire que si nous, on a besoin d'être dévalués, eh ben nous, on ne va pas dévaluer, puisqu'on est au centre du système. Alors, ils auraient besoin de dévaluer, puisque ils ont un déficit permanent de leur balance des paiements. Ils ne vont pas le faire, ou très rarement. Ils vont demander aux autres de réévaluer leur monnaie. Donc, ce déficit de la balance des paiements américains, elle se produit à deux niveaux. C'est-à-dire que vous avez d'abord les échanges de capitaux qui sont déficitaires. À cette époque, les échanges de capitaux sont minoritaires dans les balances des paiements. Hein, ce sont les échanges réels de biens et de services qui l'emportent. Aujourd'hui, c'est l'inverse. Donc, on va voir pour quelles raisons il y a des sorties de capitaux massives des États-Unis. Et, d'autre part, dès la fin des années 60, me semble-t-il, ou en tous les cas au début des années 70, la balance commerciale américaine devient déficitaire. C'est-à-dire que c'est la capacité des États-Unis à exporter qui est remise en cause. C'est le modèle industriel américain qui commence à être mis en cause. Et ça, la signification économique de cela est beaucoup plus importante, si vous voulez, que les sorties de capitaux. Donc, on va avoir les deux situations qui vont se succéder. Alors, sur le plan de la balance des paiements, pourquoi les capitaux sortent des États-Unis sans jamais rentrer? D'abord, vous avez le plan Marshall. Je vous rappelle quand même que dès la fin des années 40, les États-Unis aident les vaincus à se reconstruire. Les vaincus à se reconstruire et ses alliés qui ont souffert de la guerre. Ça s'appelle le plan Marshall. Ce sont des milliards et des milliards qui vont déferler sur l'Europe, sur la France, sur le Japon, au nom de la reconstruction. Ces capitaux, ils sortent bien des États-Unis. Hein, donc, fatalement, ça produit, sur plusieurs années, le déficit de la balance des paiements. Mais c'est pas tout. Ensuite, les Américains vont intensifier leur présence militaire dans le monde. Je vous rappelle, on est dans un contexte géopolitique de guerre froide. Hein, et donc, c'est la guerre avec l'Union soviétique. Et chacun essaye d'occuper les positions les plus stratégiques sur la planète. Et donc, en gros, d'installer des bases militaires avec des missiles nucléaires, si possible. Hein, et on va essayer de mailler le territoire de la planète de cette manière-là. Je ne sais pas combien de centaines il y avait de bases à cette époque-là déployées par les États-Unis, mais c'est un nombre extrêmement important. Évidemment, ça correspond à des sorties de capitaux massives. Il faut les payer, les GI, à l'étranger. Il faut payer les investissements, les coûts de fonctionnement de ces corps militaires à l'étranger. Hein, donc ça va coûter extrêmement cher. J'oubliais la présence aussi des soldats américains en Europe, hein, avec des dizaines, voire des centaines de milliers de soldats au départ qui vont rester campés durablement en Europe occidentale. Hein, tout ça correspond à des sorties de capitaux. Alors, sur le plan de la balance commerciale, eh bien, ce sont les biens et les services. Et pourquoi les Américains, tout d'un coup, commencent à avoir un déficit de leur balance commerciale? Alors, il y a deux grands types d'explications qu'on peut donner.
D'abord, le rôle des firmes multinationales américaines. Alors, vous savez que les Américains sont les premiers à avoir développé ce type d'entreprise très particulière qui est la firme multinationale. En gros, c'est quoi une firme multinationale? Dans le cas que je décris, c'est une firme américaine qui possède des filiales, plusieurs filiales dans plusieurs pays à l'étranger. Et qu'est-ce qu'elle fait, la multinationale? Au lieu, auparavant, elle exportait ses produits vers le reste du monde, maintenant, elle a tendance à aller les produire dans le reste du monde, pour les y vendre. Ça veut dire qu'il n'y a plus d'exportation. Pour autant, le consommateur américain, lui, il a besoin d'importation. Donc, on exporte moins, les importations ne bougent pas, par conséquent, on a un déficit commercial. Donc c'est vraiment lié au développement des firmes multinationales. Aujourd'hui, quand on regarde les importations de voitures aux États-Unis, 40% de ces importations sont des produits américains. Entendons-nous bien, des produits fabriqués par des entreprises américaines en dehors des États-Unis. Et du coup, ça devient 40% des importations d'automobiles, à côté des automobiles japonaises, etc. C'est presque le monde à l'envers d'ailleurs, parce que les Japonais sont plutôt établis sur le sol américain, aujourd'hui, pour produire des véhicules pour le marché américain. Donc, les firmes américaines vont produire des véhicules à l'étranger pour les exporter sur le marché américain, et les constructeurs nippons, eux, sont venus aux États-Unis pour produire aux États-Unis des voitures pour les Américains. Ça devient compliqué, mais vous comprenez bien que ça fausse les flux du commerce international. Et notamment, ça gonfle le déficit commercial américain. Ça joue un rôle aussi, les FMN, dans les exportations de capitaux. Les FMN, elles font des investissements directs à l'étranger, et donc elles sortent des capitaux du pays. Donc ce rôle des firmes multinationales américaines, il vient aussi renforcer la partie déficit de la balance des paiements, la partie capitaux, le bas de la balance des paiements. Ça joue sur les échanges commerciaux et ça joue aussi sur les sorties de capitaux. Et puis, point plus positif, pour nous, mais aussi pour les Américains, qui s'en sont réjouis, il y a un retour à la compétitivité commerciale de l'Europe, puis du Japon. Donc, ils ont besoin de moins de produits américains, dans un premier temps. On est de plus en plus autonome. Puis dans un deuxième temps, on va devenir aussi bon dans certaines familles de produits, voire meilleur que les Américains. Donc on va inverser les flux commerciaux. Les Américains nous vendaient des produits, maintenant c'est nous qui leur vendons les mêmes produits. Nous ou les Japonais. Tout simplement parce que le plan Marshall était efficace, la reconstruction s'est faite, le Japon et l'Europe, particulièrement l'Allemagne, la RFA, se sont modernisés et sont devenus très compétitifs. Au détriment des produits et des entreprises américaines. Donc, problème très très important. Alors, quelles sont les conséquences monétaires du déficit? Si les Américains sont en déficit, ils ont une dette vis-à-vis de nous. Pourquoi ont-ils une dette? Parce qu'ils nous ont donné des dollars. Et donc, ces dollars leur appartiennent, puisque c'est le seul pays qui peut émettre les dollars, et donc, ils doivent nous les racheter contre notre monnaie. Le jour où ils font ça, ils ont remboursé leur dette. Voilà le mécanisme. En attendant, ces dollars, ils restent dans les caisses des banques centrales des partenaires commerciaux des États-Unis, c'est-à-dire en Europe et au Japon. On ne les convertit pas, on ne demande pas leur conversion en dollars. Je vous rappelle que c'est une des règles du système. On conserve les dollars dans les banques centrales. Pourquoi les banques centrales? J'ai vendu des produits aux Américains qui m'ont payé en dollars, j'apporte mes dollars à ma banque pour qu'elle me les change en francs et ma banque va les apporter à la banque centrale pour retrouver des liquidités. Ça finit toujours dans les caisses de la banque centrale, les devises. Donc, les dollars s'accumulent petit à petit. Évidemment, la quantité de dollars en circulation, au bout d'un moment, parce que les Américains ont quand même ce privilège,
c'est que quand il faut payer, il suffit de faire marcher la planche à billets. Ils vont créer de la monnaie pour se financer. Évidemment, cette création monétaire, elle est sans contrepartie au niveau de l'économie réelle. Ils ne produisent pas plus de richesse. Enfin, en tous les cas, il n'y a pas de rapport. Et donc, on commence déjà à se poser des questions. Et il y a une remise en cause officielle, sur les marchés, de la parité dollar-or. C'est-à-dire qu'un dollar ne vaut plus 35 $ l'once sur les marchés. Parce que ça, c'était le prix du départ. Aujourd'hui, il y a un tel déficit de l'économie américaine, une telle quantité de dollars qui a été émise qu'on ne peut plus respecter sur les marchés cette parité. Le stock d'or américain est très insuffisant pour couvrir les dollars en circulation. C'est-à-dire que si tous les Européens, toutes les banques centrales européennes et la Banque du Japon demandaient la conversion immédiate des dollars qu'elles détiennent en or, la Banque centrale américaine ferait faillite. Il n'y a plus assez d'or pour couvrir le remboursement des dollars en circulation. Mais quand je dis il n'y a plus assez, c'est pas 1,3 ou 1,5. C'est 1 pour 5. Il y a 5 fois plus de dollars que de stock d'or, ou 1 pour 10. C'est des quantités et des déséquilibres pharaoniques. Alors, il y a un autre mécanisme qui va se mettre en place, et là, qui n'est pas de la responsabilité des Américains, mais qui sont des conséquences du statut de leur monnaie, c'est l'apparition de ce qu'on appelle les eurodollars, qui vont s'appeler à un moment donné les pétrodollars, et qui vont aggraver le problème. Qu'est-ce qu'un euro-dollar ? C'est un dollar qui aboutit en Europe suite à une opération commerciale avec les Américains. Donc, les Français ont vendu, et ils récoltent des dollars. Que peuvent faire les banques de ces dollars ? Le plus souvent, elles les prennent, elles se les font refinancer par la Banque centrale et ça finit dans les caisses de la Banque centrale. Ça attend là. Mais elles ont une autre possibilité, les banques. Elles peuvent reprêter ces dollars à des gens qui font du commerce avec les États-Unis ou à des Américains qui ont des intérêts en Europe. Donc, elles peuvent reprêter. Et vous savez comment font les banques. Elles ont un effet de levier qui est très important et elles peuvent prêter beaucoup plus que ce qu'elles possèdent. Donc, elles vont prêter beaucoup plus de dollars qu'elles n'en ont. Autrement dit, les banques américaines, les banques européennes vont créer de la monnaie américaine hors du sol américain. Ils vont créer de la monnaie scripturale en dehors des États-Unis. Et cette création monétaire est incontrôlée par le gouvernement américain. C'est une situation inédite. Ce sont d'autres puissances qui peuvent, par les mécanismes de la création monétaire, créer une monnaie qui n'est pas la leur. Et donc on a un développement des eurodollars. Pourquoi parle-t-on de pétrodollars ? Parce que vous savez que le pétrole se paye en dollars, et qu'au moment des chocs pétroliers, il va y avoir d'énormes quantités de dollars à recycler, puisque c'est 4 fois la quantité d'auparavant, puisque les prix ont été multipliés par 4. Et donc, là, on va alimenter et on va faire de la création monétaire avec ces dollars. Très dangereux, ça. Encore une fois, les Américains ne peuvent rien faire. Ils ne peuvent pas contrôler ces mouvements de création monétaire. Juste pour attirer votre attention sur un phénomène monétaire qui depuis a été bien étudié et bien connu, euro-dollar, pétrodollar, on parle de xénomonnaies, c'est-à-dire des monnaies qui sont de nulle part. Et elle est de nulle part, là, c'est un dollar qui vient des États-Unis, mais après il vit sa vie, indépendamment des États-Unis. Peut-être qu'il y retournera jamais aux États-Unis. Donc des xénomonnaies, des monnaies de nulle part, qui n'appartiennent à aucun pays, à personne. Bien, donc création de dollars en dehors des États-Unis, sans contrôle des autorités monétaires américaines, c'est ça le plus important. Alors, on voit des difficultés qui sont quand même inquiétantes, puisqu'elles touchent le cœur du système. Mais ça ne suffit pas pour détruire le système. Pour détruire le système, il va falloir un événement supplémentaire, et cet événement supplémentaire, ce sont les chocs pétroliers. Donc la fin du système de Bretton Woods. Des dysfonctionnements
du système, comme je viens de les montrer, à l'abandon pur et simple. Alors, quel est le contexte économique de l'abandon? Eh bien, depuis longtemps, les Américains, même si rien n'est dit là-dessus, ne convertissent plus les dollars en or. Ce n'est pas les Américains qui refusent de le faire, c'est que leurs alliés occidentaux, eh bien, se contentent de conserver les dollars dans leur caisse. Pourquoi? Parce qu'ils savent que sur le papier, il y a un droit de transformation en or. Il suffit d'avoir ce droit-là. On n'est pas obligé de le faire, de l'exercer ce droit. Donc, les Américains n'ont pas été embêtés à cause de ça. Depuis 1968, donc, date à laquelle ils ne changent absolument plus les devises en or, eh bien, prévaut un système d'étalons devises, c'est-à-dire le dollar standard. Puisque l'or, il existe toujours, il y a toujours une parité, mais on ne s'en sert plus. Donc, c'est encore pire le système monétaire. Il n'y a plus qu'une référence au centre, le dollar. C'est pour ça que l'on part, à partir de 68, de dollar standard. En 71, Nixon déclare, et c'est pas un choix de sa part, il est obligé de le faire, l'inconvertibilité du dollar en or. Alors là, carrément, c'est même auparavant, on ne changeait pas. Mais il était écrit qu'on pouvait le faire. Là, maintenant, il est écrit qu'on ne peut plus le faire. Alors, vous comprenez bien qu'on peut dire qu'à partir de 71, c'est la fin du système monétaire international de Bretton Woods. Puisque la relation du centre, entre l'or et le dollar, n'existe plus. Donc, les historiens qui disent la fin du système de Bretton Woods, c'est 71, ils n'ont pas tort. Pourquoi Nixon déclare-t-il ça? Eh bien, parce que ses amis occidentaux, le général de Gaulle en tête, vous voyez mon petit sourire, quand je parle d'amis occidentaux et du général de Gaulle en particulier, vous savez qu'il n'y a pas une très très grande amitié, et en tous les cas, pas une très très grande confiance entre de Gaulle et les Américains. De Gaulle avait bien compris le dessein hégémonique des États-Unis et la volonté de dominer un petit peu le camp occidental, et bien sûr qu'il ne voulait pas de ça. Et de Gaulle, inquiet donc de la situation économique mondiale, eh bien, je crois que c'est en 68, ou 69, ou 70, enfin en tous les cas, il y a eu plusieurs réflexions à ce sujet. Eh bien, il menace les Américains de changer les quantités de dollars détenues par la Banque de France en or. En disant, voilà, nous on n'accepte plus d'être payés en monnaie de singe. Maintenant, on veut que les accords internationaux soient respectés. Et comme le dollar est la seule monnaie convertible en or, on veut de l'or. Puis il n'est pas tout seul à dire ça. Tous les partenaires américains commencent à grogner et à dire, attention, on veut aussi que notre stock de dollars soit changé en or. Je vous ai dit, il n'y a plus de commune mesure entre le stock d'or et les dollars en circulation. Donc les Américains, au bout d'un moment, ils disent, s'ils mettent leur menace en application, eh bien, c'est la faillite de la Banque centrale américaine. Donc, devant ce risque, Nixon est condamné, est obligé de déclarer l'inconvertibilité du dollar en or. Alors, 73, le choc pétrolier, développement des pétrodollars, du coup, et là, ça accélère la spéculation contre le dollar et ça va être véritablement la fin du système. On est obligé de dévaluer le dollar. Alors, en même temps, techniquement, on le peut, puisqu'il n'a plus de parité officielle avec l'or. On peut le dévaluer, mais vous comprenez bien, c'est un étalon qu'on dévalue. Or, par définition, un étalon, c'est fixe. Si on le dévalue, c'est plus un étalon. Et si c'est un système sans étalon, alors qu'il y avait un étalon prévu au centre, il n'y a plus de système. C'est aussi simple que ça. Donc, dévaluation du dollar. 76, accord de la Jamaïque. On décide officiellement d'en finir avec le système de taux de change fixe, d'en finir avec le système de Bretton Woods et de laisser flotter les monnaies. Alors entre 71 et 76, on a tergiversé, on a essayé de raccommoder le système, de l'aménager, mais c'était une telle période de turbulence
monétaire, c'est des pleins chocs pétroliers, hein, qu'effectivement ça n'a pas été possible et qu'on est obligé d'arrêter le système en 76. Depuis 76, en tous les cas au niveau mondial, pas au niveau européen, eh bien, flottement pur des monnaies. Qu'est-ce que c'est un flottement pur? Je laisse ma devise s'apprécier en fonction de l'offre et de la demande. Je ne fais rien. Si elle se dévalue, eh bien, je vais profiter des avantages et des inconvénients de la dévaluation. Par contre, on a aussi, parce qu'on s'aperçoit que ça fait des dégâts, les variations trop violentes des monnaies, du prix des monnaies. Donc, pour éviter ces variations trop erratiques, sans remettre en cause l'évaluation des taux de change par les marchés, eh bien, on pratique ce qu'on appelle un flottement concerté. C'est-à-dire qu'on se met d'accord sur un certain niveau. Hein, les Américains parlent de target zone, des zones cibles. Donc, il dit voilà, le dollar exprimé en euros, il doit être compris entre ça et ça. Hein, et on se met d'accord avec les Européens sur cette fourchette. Si ça sort de la fourchette, on va faire des interventions conjointes pour rétablir le prix qu'on veut. C'est ce qu'on appelle un flottement concerté. On laisse plutôt faire les marchés dans certaines limites, en quelque sorte. Flottement pur ou concerté des monnaies, donc nouvelle règle du système monétaire international, ou tout simplement non-système monétaire international. Ça, c'est une véritable question. C'est un système sans règles. Donc ce n'est plus un système. On peut parler donc de non-système monétaire international pour qualifier la situation monétaire qui a eu lieu entre 1976 et aujourd'hui, au niveau international, sauf au niveau européen. Hein, ce terme est totalement approprié.